Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Nathalie Perron. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue sur notre podcast. Nathalie, vous êtes associée co-responsable du département immobilier construction chez Del Sol Avocats. Vous êtes une spécialiste reconnue des grands projets immobiliers de la construction, médiatrice certifiée. Vous accompagnez depuis plus de 30 ans investisseurs, promoteurs et entreprises dans leurs opérations stratégiques. Je suis ravie de vous recevoir. Je suis ravie d'être là, je vous remercie. Avec grand plaisir. Et parce qu'une fois n'est pas coutume, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur votre parcours. Qui était Nathalie avant d'être associée chez Del Sol Avocats et comment est-ce que vous avez fait le choix de porter la robe? C'est difficile de préciser une ou plusieurs raisons. Je pense que j'avais sans doute envie d'être le trait d'union, le pont entre plusieurs parties. Et puis, ce métier de profession libérale m'a attirée. Je ne savais pas très bien ce que ça allait donner. Donc, j'ai fait des études de droit à l'époque, c'était un DEA de droit immobilier et foncier. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire une expérience aux États-Unis avec un LLM aux États-Unis à Washington. Mm-hmm. Et puis ensuite, rentrer à Paris, j'ai trouvé une collaboration dans un cabinet qui s'appelle Jantet et Associés, qui est un joli cabinet. Et comme je vous l'indiquais dans la préparation de ce podcast, je dois dire que c'est très bien passé sur le plan social. Et c'est important de le dire aux jeunes, mais que franchement, je ne comprenais absolument pas ce qu'on me demandait. Donc, je me souviens qu'on me déposait les dossiers devant moi en me disant, voilà, il faut conclure. Et j'avais à l'époque quelqu'un qui ne m'a pas tellement aidé ou expliqué. Et donc, lancé dans le bain, je pense que les ponts ne se faisaient pas dans ma tête. Et qu'on m'a remercié assez rapidement, au bout de 2 ans. Et au bout de 3 ans de collaboration, j'ai eu l'opportunité de m'installer parce que j'ai été entraînée dans une aventure entrepreneuriale. Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est déchiré dans ma tête, dans la compréhension des enjeux et dans la capacité de me dire « Ah, alors ça va avec ça », de faire le pont, le lien entre les choses. Vous voyez, je reparle de lien. Ouais. Et puis voilà, le cabinet entrepreneurial a été une aventure très difficile. C'était comme un enfant, un troisième enfant qu'on avait avec mon associé. Et il a fallu apprendre, d'abord apprendre à gérer un collaborateur, apprendre à facturer, apprendre à trouver des clients. Et puis, cette aventure entrepreneuriale, pour des tas de raisons, s'est arrêtée au bout de 4 ans. Et j'ai pu intégrer un cabinet, une première fois pendant 4 ans, un cabinet avenue Montaigne de droit des affaires, où j'étais plus ou moins sous-locataire, avant de rentrer comme associée dans un cabinet qui s'appelle Bignon-Lebray. Cabinet qui a fusionné avec le cabinet Del Sol de l'époque, puisque chacune des entités cherchait à avoir un pont, l'un à Paris, l'autre à Lyon. Mm-hmm. Et puis ce cabinet Bignon et Associés a connu quelques troubles en 2003. Et après avoir fait un peu un tour de piste des cabinets parisiens susceptibles de m'accueillir en tant qu'associé dans ma matière, je n'en avais aucun qui me proposait un projet entrepreneurial. Ils étaient tous intéressés par me poser des questions purement financières sur mon chiffre d'affaires. Je me suis rapprochée des frères Del Sol, qui étaient les fondateurs du cabinet, parce que j'avais le souvenir de l'histoire qu'ils racontaient. Mm-hmm. Et voilà, ils m'ont prise à l'essai, c'était il y a 22 ans. Et c'était la plus belle chance de ma vie. Je leur en sais gré et j'ai vraiment appris le métier. Et j'ai grandi avec le cabinet qui, à Paris, n'existait pas. Donc, on était 3 associés à l'époque, 2 plus Jean-Philippe Del Sol, le fondateur, qui venait régulièrement. Et c'était de nouveau l'apprentissage de comment on trouve des locaux, comment on recrute une standardiste, comment on trouve des clients. Et le département immobilier a été créé à ce moment-là. On était 2, plus une assistante. Aujourd'hui, vous êtes combien ? Alors, nous sommes depuis hier 4 associés, puisqu'on a une jeune associée qui vient de nous rejoindre et qui va vraiment m'épauler dans ma pratique. J'en suis vraiment très ravie. Elle s'appelle Hélène Laborde. Bonjour Hélène, bienvenue. Très heureux de l'accueillir. Donc, 4 associés, 3 assistantes et nous avons, je crois, 10 collaborateurs. Ah oui, vous avez bien grandi oui. En 22 ans. Donc les collaborateurs sont affectés en fonction des spécialités, parce que moi je m'occupe que de droit de la construction, mais mes associés font aussi plus largement d'autres branches du droit immobilier.
des baux, montage, etc. Et donc, les collaborateurs sont répartis entre nous, avec toujours le souci de prendre le temps de les faire grandir. Je pense que c'est vraiment notre... Enfin, on en a parlé aussi. Oui, on y reviendra. C'est vraiment l'essentiel aujourd'hui. Les faire grandir et leur transmettre le plus de choses possible. Oui, on y reviendra après. J'aurai quelques questions à vous poser à ce sujet. C'est très intéressant, cette première expérience entrepreneuriale que vous avez eue assez rapidement, en fait, dans votre carrière, quand vous disiez qu'avec 2 associés, vous avez dû apprendre un peu à tout faire et que ça vous a permis aussi de faire le lien entre plusieurs sujets. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Est-ce que ça vous a apporté déjà quelque chose, justement, lorsque vous avez pris votre premier poste d'associé, d'avoir eu une expérience comme ça où vous avez posé votre plaque dans un premier temps ? Parce que vous avez parlé du fait de trouver des clients, etc. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette première expérience ? La première réunion d'associés dans le cabinet Bignon-Lebray a été un tout petit peu houleuse parce qu'il y avait un associé qui partait et les propos étaient un peu conflictuels. Je pense que ça m'a donné la possibilité d'avoir un peu d'assurance. Peut-être que ça m'a aussi appris à gérer un peu plus le conflit et à avoir cet esprit de synthèse et d'organisation. Une journée n'a que 24 heures, surtout quand on est mère de famille. Il faut savoir travailler vite, ne pas perdre de temps et aller vraiment au sujet essentiel. Et je pense que cet apprentissage dans ce premier cabinet ou 3 ans de collaboration, qui n'est pas forcément d'ailleurs que quelque chose que je recommande parce que financièrement, ça a été vraiment très difficile, très douloureux. Et puis, quand on n'est pas préparé et qu'on n'a pas 30 ans, de se retrouver jeté dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est difficile et on peut peut-être... suivre ce métier d'avocat sans passer par ces expériences alors en même temps qui endurcissent, qui apprennent, mais sans filet de protection. Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup, moi, des collaborateurs avec qui j'échange qui aimeraient pouvoir poser leur plaque ou monter quelque chose, mais souvent ils ne savent pas comment faire, ou ils ont aussi peur de justement se retrouver sans clients, et c'est des choses qui sont de toute façon qu'on demande aussi à un moment, de développer son chiffre d'affaires quand on est en cabinet, mais je peux comprendre qu'à un certain moment de carrière, ce ne soit pas forcément... c'est-à-dire qu'on est très seul. Oui, c'est ça. Et soit dans la tête, les choses s'éclaircissent et on sait quelle voie prendre. Je crois quand même beaucoup aussi à la chance et aux capacités surtout de comprendre à quel moment les rencontres doivent se faire. Les bonnes rencontres et monter dans le train quand il arrive en quai et savoir le reconnaître, ça, c'est une chance. Saisir l'opportunité. C'est ça, saisir l'opportunité. Mais c'est cette solitude qui souvent décourage les jeunes apprentis, finalement, qui vissent leur plaque. Je ne suis pas sûre que c'est quelque chose que je conseillerais. Oui. Par rapport à cette solitude et l'aspect financier. Oui. L'échange, l'échange de pratiques. L'apprentissage aussi. Voilà. Pouvoir confronter. Vous savez, souvent, c'est en racontant à l'autre le dossier ou la question que la réponse vous vient. Mais si vous parlez à votre mur, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Et quels ont été pour vous les grands enjeux du coup de votre première association ? Alors, je ne parle pas de celle que j'ai faite au tout début, puisque c'était vraiment... Je parle plutôt après, lorsque vous avez rejoint Bignon, par exemple. C'était aussi de faire exister la matière, de lui donner un sens dans la construction du savoir, de mettre en place pas des procédures types, mais peut-être des pratiques, d'organiser la vie de l'équipe, parce qu'on était à l'époque 2 ou 3 associés dans le domaine, et puis d'apprendre à manager. Je crois que c'est la tâche ou la fonction qui est la plus compliquée. On ne peut pas plaire à tout le monde, et ça, c'est quelque chose que je dis souvent en entretien. Et quand je reçois un stagiaire ou un collaborateur, je lui explique que j'ai besoin de le connaître, mais il a besoin de me connaître aussi. Bien sûr. On n'est pas tous compatibles les uns avec les autres. Oui, non, c'est une aventure aussi humaine, de toute façon, de devenir avocat. Avant tout humaine. Bien sûr. Et je vais vous poser une question un peu directe, mais que beaucoup aussi de collaborateurs se posent, c'est comment on fait pour trouver des clients ?
Justement, j'ai mis en place au sein du cabinet depuis, c'est la 2e année, un tutorat pour permettre aux seniors du cabinet de répondre à certaines des questions qu'ils peuvent se poser et de mettre en place des outils. C'est super bien. Oui, non, mais c'est pas fait partout. Beaucoup de satisfaction. Je crois aussi que c'est pas fait partout. Non. Donc, il y a eu une première fournée l'année dernière. Là, il y a une équipe de 3 Lyonnais et 3 Parisiens. L'un des thèmes que nous abordons, c'est comment chercher des clients. Et en fait, il faut déjà comprendre que celui qui recherche va semer peut-être 100 graines ou 1000 graines, et il en germera 1 ou 2 ou 10 à un moment auquel on ne s'attend pas. C'est vrai, ça prend du temps. Ce qui est très compliqué, c'est de l'organiser d'une façon cohérente et de se souvenir, ce que je n'ai pas forcément fait, de qui j'ai rencontré à quel moment. Donc il faut connaître son secteur. Donc les quelques clés que je peux donner, c'est dans quel secteur j'interviens. Moi, je crois beaucoup à la spécialisation. Quels sont déjà les contacts que j'ai, même familiaux ou universitaires, et puis de s'entraîner à aller voir des prospects et de savoir comment on aborde ce rendez-vous. Non, mais c'est ce qu'on apprend aussi, nous. Voilà. L'un des trucs, c'est de ne pas arriver avec cette envie de plaire et déjà d'accueillir l'autre, de l'accueillir son discours. Et être curieux aussi. Exactement. Vous m'avez dit, même en amont de ce podcast, que c'était important de garder le lien avec son client, de bien connaître son secteur, mais aussi de s'intéresser à l'histoire de son client, pourquoi est-ce qu'il vient vous voir. Mais ça, non, c'est très vrai. Et alors, est-ce que vous avez vu des premiers résultats positifs chez les personnes que vous entraînez ? Je pense. Alors, pour l'instant, c'est encore assez frais, mais leur retour, c'est... Et c'est drôle parce que on a souvent l'impression qu'on explique des choses évidentes. Et en fait, c'est de leur faire prendre conscience déjà de leurs forces, leurs capacités. Et puis ensuite, dans ces petits exercices qu'on essaye de faire, c'est-à-dire que je leur dis, alors vous, pour la fois prochaine, vous me ferez le compte-rendu de un rendez-vous, une réunion. Et par les trucs que je peux leur donner, les outils de langage, de voir qu'ils se rendent compte que ça fonctionne. Et déjà que ça les remplit d'un certain contentement. Parce que je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. On a tous le syndrome de l'imposteur, on a tous le sentiment qu'on n'est pas au niveau, on a tous le sentiment peut-être qu'on n'est pas forcément à la bonne place, surtout quand on vient demander quelque chose. Et finalement, dans la vie professionnelle, le patron ou le supérieur ou le manager n'a pas le temps, ni l'envie, ni le savoir de rassurer et de pouvoir dire, de pouvoir féliciter. Ça, on reproche souvent aux managers de dire quand ça va pas, mais pas de dire quand ça va. Et donc, ces petits exercices leur font prendre conscience que finalement, ils sont capables de surmonter quelque chose qui est difficile. Non, vraiment, je trouve ça très chouette, ne serait-ce que parce que je pense qu'il y a certains de vos confrères qui ont eu la chance d'avoir des mentors. Il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Donc, du coup, accompagner les collaborateurs, vraiment leur donner confiance et essayer de gommer aussi peut-être ce syndrome de l'imposteur qui peut parfois suivre pour diverses raisons. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et est-ce que, du coup, dans le recrutement de vos collaborateurs, est-ce que vous avez aussi... qu'est-ce qui, pour vous, fait un bon collaborateur aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va attirer votre regard vers un candidat pour être recruté chez Del Sol, pour le coup ? Déjà, qu'il nous regarde dans les yeux. Et moi, je vous regarde dans les yeux. Exactement. Ensuite, qu'il ait une certaine loyauté, qu'il ne triche pas. Pas loyauté, mais vérité. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et souvent, et je le redis, quand l'entretien se déroule, je vais poser les questions. Quels sont vos points d'amélioration ? Quels sont vos points forts ? C'est des questions assez classiques. Je me rends compte que la plupart des candidats savent toujours dire là où ils sont forts, mais ils ne savent pas reconnaître quelles sont leurs fragilités. C'est difficile en même temps. Exactement. Mais pour que vous puissiez avoir un compagnonnage sur la durée avec un patron et vice-versa,
il faut connaître ses fragilités pour pouvoir vivre avec. Bien sûr. Si je sais que quelqu'un est par exemple très rapide, peut-être trop rapide, et qu'il va falloir que je lui apprenne à se concentrer, si je le sais d'avance et qu'il le reconnaît, et que quand je vais lui dire là attention, il faudrait prendre le temps, la personne ne le prendra pas mal. Donc la première chose, c'est qu'on soit capable de s'entendre, et que le collaborateur ou la collaboratrice ne prenne pas offense d'une remarque, d'une observation et d'un compliment. Oui, bien sûr. C'est un lien. On vit avec ses collaborateurs, ses équipes, comme ses associés, comme si c'était une famille. Mes associés se moquent de moi parfois, de mon côté un peu affectif. Mais à force de se voir, de travailler sur finalement la réflexion, l'appréhension d'une stratégie, la compréhension des besoins du client, vous pensez bien qu'on se connaît. Bien sûr. Puis je pense que vous avez un métier qui est très exigeant, qui peut être très dur parfois même. Donc le bien-être au travail, c'est important. Être bien dans son cabinet, être bien dans son entreprise. Souvent, je leur pose la question, qu'est-ce qui est important pour vous ? Et aucun ne me le dit, mais le décor peut être important aussi. Je suis très attachée au décor et à la décoration. Donc, on essaye dans les locaux dans lesquels nous sommes d'avoir des rideaux, des tableaux, des objets, d'avoir des jolies couleurs, parce que c'est quand même mieux que d'être dans un flex office impersonnel. Oui, bien sûr. On y passe beaucoup de temps. Je comprends. Et par rapport justement à la stratégie du cabinet, globalement aujourd'hui Del Sol, quels sont les grands enjeux sur lesquels vous travaillez, que ce soit peut-être d'abord vous au sein de votre département et après plus globalement pour le cabinet, quels sont, est-ce que vous avez des velléités de croissance, comment tout ça s'organise ? On est toujours à l'écoute d'un candidat qui pourrait remplir une spécialité ou compléter une spécialité dans laquelle nous ne sommes pas. La politique, c'est d'essayer d'avoir au moins 2 associés par spécialité. Il y a forcément des trous et il y a forcément en plus des pratiques qui peuvent être complétées avec de nouvelles pratiques. On a aujourd'hui, avec les développements d'un certain nombre d'outils, de l'informatique, que sais-je encore, des spécialités qui n'existaient pas il y a 20 ans. Donc oui, mais il faut que le candidat puisse s'intégrer dans un club. Enfin, c'est un peu prétentieux peut-être, mais les règles chez nous sont très claires. Les règles de rémunération, tout le monde sait en arrivant, enfin chaque candidat sait exactement comment il sera payé. On est sur un système, j'aime pas beaucoup les anglicismes, qui s'appelle « Eat what you kill ». Donc chaque associé est à l'origine de son chiffre d'affaires et doit faire son chiffre d'affaires, et en fonction du chiffre d'affaires et de ce qu'il coûte à la structure, sa rémunération en découle. Vous êtes transparent vis-à-vis de ça. Tout à fait. Et puis on a des grades, donc le but c'est d'être associé co-gérant pour ensuite prendre des décisions collectivement, mais on a créé il y a peu de temps un associé non-equity pour justement permettre à certaines personnes qui auraient l'envie de participer à l'aventure de grandir dans le développement d'un chiffre d'affaires autonome. On s'est depuis maintenant quelques années équipé d'outils qui aident aussi à la notoriété du cabinet, avec une directrice de la communication et sa collaboratrice qui sont extrêmement efficaces, avec des sociétés extérieures qui nous aident dans cette communication. On a toujours eu des services support extrêmement développés depuis l'origine et depuis la refondation, avec services comptables, financiers, une direction des ressources humaines. Vous êtes bien structuré. Oui, informatique. Je pense que ça vient de l'origine du cabinet, qui était un cabinet, ce métier n'existe plus, de conseil juridique, qui n'était donc pas avocat sans l'ego de l'avocat, on va dire, et donc organisé depuis l'origine comme une entreprise. Et ça facilite les choses. Donc les développements, on a ouvert il y a 1 an et demi un bureau Nous avons ouvert un bureau en Belgique. D'accord. Donc il y a 3 antennes, Lyon qui est le siège social, Paris et la Belgique. Vous êtes 200 à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça, peut-être un petit peu plus maintenant.
Nous appartenons à des réseaux étrangers qui permettent d'avoir aussi des échanges de compétences. L'un des enjeux sera sûrement aussi, et c'est une des cellules du cabinet, un groupe d'associés qui travaillent, c'est l'intelligence artificielle. On en reparlera un petit peu à la fin. Et puis, savoir comment on communique et comment on communique bien. Donc, comment on fait valoir ce qu'on sait, mais aussi reconnaître ce qu'on ne sait pas. J'entends. Et vous me parliez d'associations, de rémunération des associés, etc. Je suppose que vous avez des counsels en interne. Oui. Souvent, on me pose la question, des fois, c'est pas forcément très clair, les conditions de leur partner track, comment est-ce qu'on passe associé, etc. Est-ce que vous, c'est quelque chose pareil sur lequel vous êtes très transparent vis-à-vis de vos counsels, ou il n'y a pas de règles, on va dire, définies pour passer associé? C'est une très bonne question. Merci. D'abord parce que le terme counsel ne veut pas dire grand-chose et qu'on l'a choisi comme d'autres cabinets faute de mieux. On a tous été plusieurs à réfléchir sur le sujet. En fait, le counsel, c'était une promotion, on va dire, un petit peu informe. Et puis, ça fait 2 ans maintenant qu'on essaye de le structurer avec une charte de ce qu'on attend d'un counsel. C'est bien, ça aussi. Je vous remercie. Je ne suis pas à l'origine de ça. Donc, le counsel doit avoir un peu d'autonomie, bien sûr, pour pouvoir superviser et apprendre à manager. Je vous ai dit que c'était vraiment une des fonctions la plus compliquée. Bien sûr. La deuxième chose la plus compliquée, c'est le conflit et la confrontation. C'est vraiment les deux, on dirait, les deux difficultés de ce métier. Donc ensuite, le counsel doit avoir bien sûr une bonne technicité dans la matière qu'il exerce. Et puis, apprendre, et c'est pour ça que je les aide dans ce tutorat qu'on a mis en place, à chercher des clients. Mais aussi à savoir comment parler aux clients. Oui. Écouter le besoin du client. Comprendre quel va être notre rôle dans les années qui viennent. Savoir parler d'argent. Bref, plein de sujets tabous qui nous permettent de dire, et c'est souvent les associés qui proposent à un de leurs collaborateurs de devenir conseil. Cette année, j'ai demandé, et ça a été accordé par le conseil d'administration, à l'une de mes collaboratrices qui travaille avec moi depuis 10 ans, le statut de conseil. Et donc, ça lui donne une lisibilité au sein du cabinet, d'abord par son ancienneté, et ensuite sur la possibilité d'apprendre maintenant à voler de façon autonome. Tout à fait. Vous me disiez que vous étiez 37 associés, c'est ça aujourd'hui? Oui, je 35 ou 37, oui. Ça fait beaucoup de monde pour prendre même des décisions. Comment ça se passe justement pour faire passer un counsel associé, pour tout ce qui va être gouvernance du cabinet, etc. Est-ce que vous êtes un peu dispatché, un petit groupe, ou vraiment tout est pris de façon collégiale? Alors, heureusement, on a un conseil d'administration qui est renouvelé... alors, c'est tous les 2 ans, je crois. Et ça aussi, c'est une des particularités du cabinet. Le pouvoir tourne. D'accord. Le fondateur avait dit je ne resterai pas à la présidence du cabinet au-delà de mes 60 ans. Je ne l'avais pas cru et il a tenu parole. Donc, l'idée, c'est que chacun d'entre nous passe au conseil d'administration. Alors, on a, comme le cabinet maintenant devient important, 2 managing partners, un à Lyon et à Paris, qui font un boulot remarquable. Et un conseil d'administration, pour l'instant, c'est 3 Lyonnais, 3 Parisiens, qui se réunit une fois par semaine avec un ordre du jour. Et donc, pour tous ces sujets, que ce soit la dépense financière, qu'on pourra engager, l'engagement d'un collaborateur, l'évolution d'un collaborateur vers le statut de counsel, c'est des sujets que nous soumettons par mail au conseil d'administration. Et s'il a besoin, il va entendre l'associé qui réclame. 2 fois par an, on a une grande messe, une grande réunion, on est tous contents de se retrouver. Et puis, on organise aussi tous les ans un week-end. Alors, une fois tous les 2 ans, c'est un week-end avec tout le cabinet. Et une fois tous les 2 ans, c'est un week-end associé, justement, pour réfléchir sur les stratégies, les options. Mais c'est vrai qu'à 37, les décisions ne peuvent plus se prendre de la même manière que quand on était au départ 10 ou 15. Vous avez dû voir tellement le cabinet évoluer, vous, en 22 ans. Ça doit être impressionnant, des fois, de passer d'un petit effectif à aussi nombreux. Oui, ce qui est important, je crois, c'est qu'on garde ces traits qui ADN. Oui, c'est ça. C'est-à-dire vraiment la volonté, l'entrepreneuriat. Et ce sentiment de pas forcément devoir se reposer sur les autres pour pouvoir être nourri. Une certaine transparence, franchise aussi,
d'être capable de dire à tel ou tel, quand il y a un sujet, non, ça ne va pas. Et puis, de respecter les règles du cabinet. Donc, chacun dans sa spécialité et de pouvoir se parler. Moi, je pense que ça fait déjà beaucoup de points positifs et ce qui permet aussi au cabinet qu'ils fassent bon vivre aussi au sein du cabinet, de toute façon. Écoutez, les associés, d'abord, les candidats sont toujours très étonnés de notre transparence et les associés s'y sentent bien. Je trouve ça bien, la transparence. Il y a plus d'arrivées que de départs. Ça, c'est bien aussi, c'est plutôt positif pour le coup. On a parlé un petit peu outils, etc. Par rapport à l'intelligence artificielle, comment se situe Del Sol ? Vous l'avez évoqué, je suppose qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui vous intéresse et que vous commencez à utiliser. Mais est-ce que vous avez un conseil, justement un comité innovation, un groupe qui pilote un petit peu ces sujets-là ? Oui, il y a un groupe d'associés qui s'y emploie pour savoir justement quel va être l'outil qui va être choisi. Donc ça, je crois que ça a été fait. Et puis ensuite, de savoir comment on va le développer. On en a parlé tout à l'heure. Cet outil va apporter effectivement de la rapidité dans la résolution d'un certain nombre de sujets, mais il y a des choses que l'outil ne fera pas. Et je pense qu'il faut qu'on soit assez lucides les uns et les autres pour savoir quelle est la limite. Je vous parlais par exemple d'un décret qui vient de paraître dans ma matière et de la difficulté pour le collaborateur qui a essayé de le comprendre de pouvoir le traduire dans la réalité factuelle d'un dossier. Donc, ce que l'outil informatique, l'intelligence artificielle ne fera pas, c'est quel est l'environnement contextualisé, c'est ça, culturel, sociétal, qui a fait qu'on a pris telle décision. Et c'est souvent nos évolutions réglementaires ou jurisprudentielles, elles sont liées aussi à des mouvements d'époque, à des contextes de et puis société. Ça éveille la curiosité naturelle aussi d'avoir, ce que l'IA nous donne à manger directement tout cuit, ça peut altérer aussi cette dynamique d'aller chercher des choses par soi-même. Donc vous avez raison, il y a la curiosité. Et puis il y a quelque chose qui est notre ADN d'humain, c'est le lien. Et ce lien, il est multiple. Il est bien entendu avec les gens avec lesquels on travaille. Dieu sait si je dis à mes collaborateurs de sortir de leur bureau et de ne pas prendre leur téléphone pour appeler les clients, de prendre leur téléphone pour appeler les clients et de sortir de leur bureau pour aller voir leurs confrères ou les gens avec lesquels ils échangent, mais aussi avec le client. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si un client va remettre en cause le tarif ou la compétence sur, par exemple, la rédaction d'un contrat. Mais le contrat, c'est un vêtement sur mesure. Et l'intelligence artificielle, elle n'est pas là dans la tête du client, elle n'est pas dans son métier, d'où l'intérêt de comprendre et de connaître le secteur d'activité de nos clients. Moi, j'ai beaucoup de chance, je ne travaille toujours qu'avec les mêmes métiers. Et donc, de pouvoir bâtir la règle du jeu entre le client et ses prestataires, adaptée à ses besoins, adaptée à l'époque et adaptée aux évolutions. Et ça, c'est ce qui nous permettra, j'espère, de survivre dans cette profession et de continuer à pouvoir délivrer du conseil, du jus de cerveau, et de pouvoir le faire de façon appropriée et efficace. Du coup, votre regard sur l'IA, il est un petit peu mitigé aujourd'hui vis-à-vis de l'utilisation qu'on en fait ? J'ai passé tellement d'années sans IA que c'est pas quelque chose qui est automatique. De toute façon, je sais très bien que ça ne sert à rien de se battre contre cet outil qui nous submergera. Et j'espère que les générations futures sauront l'utiliser à sa juste mesure pour comprendre que nous sommes encore, nous, des puissances de réflexion, que nous avons un sens critique. Qui est essentiel. Voilà, ça c'est un message que je peux dire, c'est le sens critique, la capacité d'analyser, de réfléchir, de donner une opinion sans que ça soit forcément dans le conflit. Et par rapport, justement, vous parlez d'évolution, etc. Quel est votre regard sur l'évolution du métier pour vous par rapport à quand vous avez commencé aujourd'hui ? Quels sont outre même l'IA, qu'est-ce qui pour vous a profondément changé ou pas justement dans l'exercice de la pratique d'avocat ? Beaucoup de choses, le temps, le rapport au temps, l'impossibilité que nous avons aujourd'hui de dire à un client qu'on n'a pas eu l'information puisqu'elle est en immédiateté. Je raconte toujours que autrefois, avant les courriels,
Le client appelait en disant est-ce que vous avez vu mon problème? Vous avez reçu mon courrier? Donc on pouvait tricher en disant non, le facteur n'est pas passé. Donc il y a cette rapidité. C'est vrai. Il y a les accusés de réception et de lecture. La gestion des 150 mails par jour avec, sur différents sujets, et la capacité de cloisonner et d'être capable d'organiser tout ça. Et donc d'avoir du temps pour la réflexion de fond. Parce que malgré tout, même avec l'intelligence artificielle, la stratégie, c'est-à-dire ce qui fait notre différence avec la machine, hein, le sens critique, il faut qu'on ait le temps d'y réfléchir. Souvent on dit tiens, je vais dormir dessus, ça ira mieux demain. Ça, c'est la première chose, la gestion du temps. Et la gestion du temps aussi dans la vie personnelle. C'est important d'en avoir une. La gestion aussi avec l'outil judiciaire. Malheureusement, le service public de la justice est le parent pauvre de notre pays depuis des années. C'est-à-dire qu'alors même qu'on ne parlait pas de crise économique, l'État a toujours laissé de côté cet outil, et sans mettre l'argent suffisant pour un recrutement de magistrats en nombre suffisant et pour les payer correctement. Il y a quelque chose que je déplore, c'est le fait que nos magistrats ne soient pas spécialisés, ou en tout cas n'aient pas quelques majeurs. Donc, on est dans une société extrêmement réglementée. Dans ma matière, c'est d'une complexité rare. Un magistrat qui vient sans être formé du droit de la famille ou du droit social vers la construction, souvent il a un dégoût. Ah oui. Et donc c'est pas quelque chose qui lui est naturel, et en plus il ne connaît pas le métier, il va jamais sur les chantiers, il ne sort jamais. Et donc ils sont dans une, à mon sens, déconnectés des réalités, de la réalité économique. Un magistrat, il n'a pas d'études, on lui apprend pas dans son apprentissage ce que c'est que la vie d'une entreprise, et qu'une entreprise, quand elle reçoit de l'argent, elle paye des charges aussi. Et donc, cette déconnexion de la vie économique fait que souvent les décisions ne sont pas forcément adaptées aux besoins. Et puis, les délais sont anormalement longs. On voit désormais certains tribunaux, même de la couronne parisienne, qui sont incapables de nous donner des dates d'urgence avant 6 mois. Oui. Donc, j'ai vu une réelle dégradation du rapport avec les magistrats. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre de réunions qui se font et que parfois les magistrats arrivent à nous entendre et on arrive à entendre les magistrats, mais ils font avec les moyens qu'ils ont. Je ne les blâme pas. Donc, ils ont d'ailleurs, l'État a pris quand même des mesures pour sortir du judiciaire un certain nombre de choses et aller vers la procédure amiable. Et c'est une bonne chose. Mais donc, il faudra apprendre à travailler autrement, peut-être avec une justice parallèle. Oui, j'entends. Et puis la gestion du conflit. C'est-à-dire qu'il faut savoir écouter l'autre aussi. Oui. On a encore, avec certains confrères, des relations extrêmement tendues, vous savez, dans des positions très heurtées à l'ancienne. Les magistrats, d'ailleurs, ont horreur de ça, horreur de nous voir nous étriper. Et finalement, je me rends compte, j'ai évolué là-dessus, qu'en étant plus dans l'écoute, et c'est un peu comme Colombo. Je raconte ça souvent. Colombo, si vous avez, pour ceux qui ont vécu ça et regardé ça dans les années 70, ça passe encore. Je connais. L'inspecteur qui a toujours l'impair dégueulasse, l'œil mi-clos, et qui arrive chez ses victimes, enfin en tout cas les auteurs des délits ou des crimes, et puis qui a toujours l'air d'avoir la vue basse. Il sort de la pièce et puis il revient et dit « mais j'ai oublié ». J'ai un de mes confrères qui malheureusement nous a quittés, qui était excellent dans la pratique en expertise. C'est-à-dire qu'au lieu de hurler pour être entendu plus fort que le voisin, il prenait son temps, il laissait les gens comme ça s'échauffer. Puis, monsieur l'expert, mais si j'ai bien compris, enfin je ne suis qu'un tout petit avocat, et c'était bon à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il emportait la mise. Remarquable. Donc, je pense que c'est cette gestion du conflit. On est dans une société très clivée qui ne veut pas entendre l'autre. J'ai des droits, j'ai des raisons, je ne veux pas entendre l'autre. Et donc, que ce soit avec nos clients, que ce soit avec les magistrats, que ce soit avec les confrères, il faut qu'on puisse continuer à échanger. Donc, voilà, les 3 axes pour lesquels, à mon avis, la profession va changer grandement, et ça sera aux jeunes générations de la prendre en charge, c'est la bonne utilisation de l'outil IA et de l'outil numérique, la gestion du temps, le lien, c'est les 4 même,
et la gestion maîtrisée du conflit en bonne intelligence. Vous m'avez pas parlé de la concurrence qui est peut-être de plus en plus exacerbée entre les cabinets, même entre les avocats qui sont de plus en plus nombreux, et ce rapport aussi entre l'offre et la demande, là où maintenant il y a davantage d'offres par rapport à la demande, c'est-à-dire plus d'avocats qu'à l'époque. Quel est votre regard là-dessus ? Ça a toujours existé, avec des phases de creux, des phases de plein emploi. Je n'ai pas l'impression que ce soit forcément un sujet... Vous ne le ressentez pas ? Non, mais je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé il y a plus de 30 ans, c'était un métier prestigieux pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Alors le titre, la robe, donc quand on rentrait dans la profession après des études quand même longues et compliquées, on ne la quittait pas. Et aujourd'hui, on voit, il y a une proportion assez importante de jeunes avocats qui, après passer 3, 4, 5 ans dans la profession, n'ont plus envie de cette profession. Et je ne les blâme pas. Oui, ils partent en entreprise. Souvent parce que ça ne leur correspond pas, parce qu'ils ont envie d'autre chose. Et donc, il y a déjà une perte en ligne assez importante. Ensuite, il faut trouver dans les cabinets des personnes et des associés qui aient le temps et l'envie, ce n'est pas une histoire de temps d'ailleurs, qui aient l'envie de transmettre. Comme vous le faites. J'essaye. Oui. Je pense que c'est surtout ça le sujet. Oui, je suis assez d'accord avec vous. La concurrence, elle sera aux hommes et aux femmes de bonne volonté et à l'envie de passer le témoin à la jeune génération. Vous m'avez beaucoup parlé de transmission, de la façon de communiquer aussi avec ses confrères, avec ses pairs. Si vous aviez un conseil à donner justement aux avocats que vous formez ou au contraire à des peut-être plus jeunes avocats qui ne sont pas encore counsel, que vous auriez aimé avoir vous quand vous aviez commencé votre carrière, qu'est-ce que ça pourrait être ? D'abord, c'est pas... tout le monde n'a pas forcément l'envie profonde d'être associé. On peut rester aussi dans un cabinet sans être associé et y être heureux. Je pense que c'est ça aussi, c'est de trouver son équilibre. Je ne parle pas de bonheur, je parle d'équilibre. La deuxième chose, c'est n'ayez pas peur. Je trouve que la phrase s'applique assez bien à l'époque. De toute façon, il faudra s'adapter et il faudra trouver son chemin. Donc, il faut être attentif aux rencontres qu'on peut faire et puis savoir garder ces sédiments d'expérience. Et puis, apprendre justement à se féliciter soi-même de des petits pas. Souvent, je le dis aux collaborateurs, quelle est la satisfaction que vous avez ? C'est finalement de faire sa vie professionnelle avec le moins de déplaisir possible. Bien sûr qu'il y a des matins où on n'a pas envie de se lever. Même nous, il y a des semaines où on se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je serais mieux à faire autre chose ? En vacances. Oui, c'est au moins de se garder en tête quelques petites satisfactions. Ça, je l'ai réussi. Sur la capacité qu'on a eue à surmonter certaines difficultés. J'ai parlé du syndrome de l'imposteur. Oui, j'y pensais. On l'a tous. Et on l'a longtemps. Et puis le syndrome de ne pas être aimé, de ne pas être choisi par un client, par un cabinet. C'est compliqué, mais je sais que quand je le dis à mes jeunes, ils me disent « Ah bah d'accord, mais quand on le vit, c'est pas grave. » Il y aura d'autres choses à partir du moment où on ne se décourage pas. Et puis si l'envie prend aux jeunes collaborateurs de quitter le barreau pour faire autre chose, c'est pas grave. D'abord, ils ont un titre qu'ils peuvent garder toute la vie, puis ils peuvent faire autre chose. Et là-dessus, j'ai beaucoup évolué sur le fait que la vérité n'était pas forcément dans mon métier, dans la profession libérale, parce qu'on est forcément des femmes et des hommes orchestres, et que c'est parfois un peu lourd au détriment d'un peu de légèreté. Je comprends. En tout cas, c'était un très beau mot de clôture, Nathalie. Je vous remercie pour ce passage sur notre podcast, pour votre retour d'expérience, pour tous les bons conseils que vous donnez aux jeunes avocats, ou moins jeunes d'ailleurs, qui nous écoutent. Et puis, je vous dis à bientôt peut-être. Merci beaucoup. Avec plaisir.